Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Peut-être la fin de l'angoisse pour les ouvrières de l'usine de lingerie Le Jaby. Un repreneur prêt à réindustrialiser le site d'Yssingeaux en Haute-Loire leur a été présenté aujourd'hui par le ministre Laurent Wauquiez en charge de ce dossier. Les 93 salariés devront passer de la dentelle au cuir puisque c'est un industriel de la maroquinerie de luxe travaillant pour lui, Vuitton, qui s'engage à conserver leurs emplois. Et puis cette question ce soir, sur quel thème se jouera la campagne présidentielle? Le chômage, bien sûr, préoccupation nationale, mais aussi le logement qui fait une entrée fracassante dans le débat. La Fondation Abbé Pierre a invité les candidats à s'engager en faveur d'un nouveau contrat social aujourd'hui. À la porte de Versailles, et petit incident, présent à cette occasion, François Hollande s'est fait enfariner par une femme qui a très vite été maîtrisée par le service d'ordre du candidat socialiste. Chevènement jette l'éponge et Bayrou accélère. Le président d'honneur du MRC renonce à se présenter pour 2012. Il invoque un manque de moyens, mais son score dans les sondages désespérément bas n'est sans doute pas étranger à sa décision. Quant au président du MoDem, il accélère sa campagne en chiffrant ses propositions. François Bayrou espère bien perturber le match Hollande-Sarkozy. Voilà pour le sommaire de votre 22h ce soir. Merci d'être en notre compagnie. L'usine Le Jaby est au cœur de la campagne présidentielle. Depuis quelques jours, le socialiste Arnaud Montebourg d'un côté et le gouvernement de l'autre cherchent des repreneurs pour sauver le site menacé de fermeture. Et cet après-midi, c'est le ministre Laurent Wauquiez qui est arrivé en compagnie d'un industriel. Les ouvrières sont bien sûr soulagées, même si elles restent prudentes jusqu'au bout. Sandra Cerquera. Elles ont gagné leur combat, les salariés de Le Jaby. Après 3 semaines d'occupation du site, c'est le soulagement. Leur usine ne fermera pas. Laurent Wauquiez arrive avec le futur repreneur pour annoncer la bonne nouvelle. Le 1er mars prochain, les 93 salariés signeront un CDI. C'est un industriel local qui reprend l'activité, une PME de l'Allier, sous-traitante de Louis Vuitton. Dans cette bataille, j'ai eu besoin de l'implication du président de la République qui m'a permis de le sortir. Et si jamais il n'avait pas été là dès le début, tout au long des 10 jours, pour faire en sorte qu'on puisse bénéficier du maximum d'outils, aujourd'hui on ne serait pas là. Louis Vuitton est une marque phare du groupe LVMH. Son patron, Bernard Arnault, est un proche du chef de l'État. Il s'est engagé à passer des commandes à l'usine pendant plusieurs années. Les salariés passent de la lingerie à la maroquinerie de luxe. Elles vont donc devoir se former. Je crois fortement dans l'adaptabilité de ces personnes-là sur des compétences que l'on recherche. J'y crois fortement, oui. Ces dernières semaines, le sort de ces femmes est devenu un enjeu de campagne. À quelques semaines de la présidentielle, chacun leur tour, Arnaud Montebourg et Laurent Wauquiez s'y sont pressés pour se poser en sauveur. Cette victoire, c'est aussi celle de l'Élysée. Et c'est un cri d'alarme de la Fondation Abbé Pierre. 3 600 000 personnes sont mal ou pas logées et 10 millions de Français sont touchés par la crise du logement. C'est dans ce contexte très critique que la Fondation a décidé d'interpeller les candidats à la présidentielle. Paul Bouffard. Quand la Fondation Abbé Pierre interpelle les candidats, ils se déplacent en nombre, à l'exception de Marine Le Pen qui n'était pas invitée. Objectif, mettre au centre du débat présidentiel la question du logement et connaître leurs projets. Eva Joly fut la première à ouvrir le bal. Pour la candidate écologiste, le contrat social colle à son programme. La fin des expulsions et davantage de logements sociaux. Elle bouscule la loi SRU. Moi, je l'augmente. Je le passe de 20% aujourd'hui à 25% nationalement et à 30% à Paris, où nous en manquons beaucoup. Deuxième invité, deuxième signataire, Jean-Luc Mélenchon. Très applaudi, le candidat du Front de gauche appelle à la réquisition. Selon lui, il faut des logements 200 000 par an. Il propose aussi un taux zéro pour les logements HLM. François Bayrou, même s'il signe le contrat social, reste plus flou. Le logement ne figure pas clairement dans son programme dévoilé ce matin. À la tribune, il propose la création d'une mutuelle d'initiative publique pour garantir les risques locatifs. Ce que je signe, je le ferai. François Hollande paraphe lui aussi le contrat de la Fondation. Il s'engage à produire 500 000 logements par an, dont 150 000 sociaux. Lui aussi renforcera la loi SRU et mettra gratuitement à disposition des collectivités locales les terrains de l'État. Permettre que les logements vacants puissent être taxés pour être libérés et ainsi être offerts tout de suite à des personnes qui attendent des logements. Ce n'est pas si difficile. Taxer aussi ceux qui retiennent les terrains
qui devraient être bâtis et qui ne le sont pas parce que les propriétaires ne les cèdent pas. C'est possible. Pas encore candidat et donc pas signataire, mais tout de même présent. Nicolas Sarkozy avait dépêché son conseiller Henri Guénaud. Il indique que l'urgence est la construction de logements. Il reconnaît aussi l'échec de Nicolas Sarkozy en matière de sans domicile fixe. Le candidat UMP de 2007 avait promis que plus personne ne dormirait dehors à la fin de son quinquennat. Et j'ajoute que Nicolas Sarkozy se rendra demain dans l'Essonne pour y détailler ses mesures sur le logement annoncé dimanche dernier à la télévision. L'élection présidentielle se fera sans Jean-Pierre Chevènement. Le président d'honneur du MRC a annoncé ce matin qu'il renonçait à sa candidature. Il avance une question de moyens pour expliquer ce renoncement. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Un candidat de moins dans la course à l'Elysée. Comme en 2007, Jean-Pierre Chevènement n'ira pas jusqu'au bout. Le président du MRC estime avoir accompli sa mission dans cette campagne. Avec moins de 1% des intentions de vote, il tire les conséquences. Ayant pu exercer autant que je le pouvais le rôle pédagogique que je m'étais assigné et n'ayant plus aujourd'hui les moyens de continuer ma campagne, je décide de retirer ma candidature. Personnalité atypique à gauche, Jean-Pierre Chevènement a toujours fait entendre sa propre musique dans son camp, que ce soit sur la souveraineté ou les questions de sécurité. Aujourd'hui, il est en croisade contre l'Eurofort et pour une réforme de l'Union européenne, des thèmes partagés par d'autres candidats encore en lice qui n'ont pas tardé à courtiser l'ancien ministre. Le candidat souverainiste de droite, Nicolas Dupont-Aignan, l'appelle à former un rassemblement des républicains des deux rives. Pour Jean-Luc Mélenchon et le Front de gauche, le soutien du Tché serait un honneur. Au Parti socialiste aussi, on flatte le sénateur de Belfort. Arnaud Montebourg lui rendait un hommage appuyé ce matin. En discussion avec le PS sur un accord électoral en vue des prochaines législatives, Jean-Pierre Chevènement fait durer le suspense sur son futur ralliement. Il dévoilera le nom de celui qu'il soutient, le moment venu, dit-il. La suite du 22h et place à présent notre premier débat ce soir autour de cette question. Sur quel thème se jouera la campagne présidentielle? Le chômage, les déficits, le logement, l'Europe peut-être? Quelles problématiques rythmeront le débat et permettront donc de départager les candidats? On en parle ce soir avec nos invités. David Revaud-Dallon, bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique au Monde. Avec nous également Ludovic Vigogne, bonsoir. Bonsoir. Chef du service politique de Paris Match. Alors messieurs, avant que l'on évoque les thèmes qui impriment cette campagne, y a-t-il selon vous au contraire des sujets, des problématiques qui ne sont pas ou peu abordés, qui sont délaissés? David. Il y a une problématique qui est totalement délaissée, mais ce n'est pas une surprise puisque c'est le cas à chaque élection présidentielle, c'est évidemment l'international. Ouais. Alors même qu'il y a quand même des sujets extrêmement sensibles. Bien sûr, entre le printemps arabe, enfin les divers conflits et surtout en ce moment le Proche-Orient avec le risque d'escalade entre Israël et l'Iran. Mais c'est un sujet qui n'est absolument pas abordé. Le seul prisme à travers lequel la situation diplomatique et internationale est abordée, c'est l'Europe. Et là encore, on a l'impression que les candidats, les principaux candidats, Nicolas Sarkozy, François Hollande, ne se démarquent pas vraiment sur leurs propositions. C'est difficile, très clairement, pour François Hollande de faire autre chose que ce que propose Nicolas Sarkozy. Ludovic Vigogne aussi, l'international. Oui, c'est très juste ce que dit David. Après, il y a une raison très simple. C'est pas ce qui intéresse en premier lieu les Français. C'est pas sur ça qu'on est élu. Les Français, ils veulent savoir ce qu'on leur promet en termes d'emploi, de pouvoir d'achat, de logement. L'international, c'est pas leur priorité. Après, ça peut s'inviter durant la campagne, effectivement, si, peut-être si la Syrie, le dossier iranien. Ce qu'on attend, voilà, peut-être une résolution. Voilà. Alors, le logement, ou plutôt la crise du logement a fait une entrée fracassante aujourd'hui dans le débat avec l'initiative de la Fondation Abbé Pierre. Entre la droite et la gauche, il y a vraiment deux approches sur ce sujet, une fracture, puisque la gauche privilégie une politique de soutien à la demande et la droite est partisane d'un choc de l'offre. Est-ce qu'il y a vraiment un clivage? Alors sur la méthode, il y a un constat qui est partagé, c'est-à-dire que très clairement, il n'y a pas assez de logements en France, c'est ce qui pose ce problème évidemment de pénurie et puis de prix. Sur la méthode, on a deux approches absolument différentes. La méthode de Nicolas Sarkozy, elle est économique, elle vise plus à relancer l'activité économique dans ce secteur, notamment dans ce secteur du BTP, que finalement à répondre à une demande sociale. Vous parlez de l'offre, c'est tout à fait juste. La proposition de Nicolas Sarkozy dimanche, c'est-à-dire d'augmenter de 30% le coefficient d'occupation des sols, eh bien c'est une décision qui est quelque part en grande partie réservée aux propriétaires, ceux qui ont déjà un logement ou un terrain. Alors que de l'autre côté, le Parti socialiste propose des mesures d'encadrement, encadrement des loyers pour certaines zones et certains moments. Et puis surtout, il y a ce que propose François Hollande, c'est-à-dire que l'État, c'est un peu la mesure forte, surprise qu'il a dégainée lors de son discours du Bourget, c'est-à-dire que l'État donne
gratuitement aux collectivités territoriales tous les terrains dont ils disposent afin que les collectivités construisent des logements et principalement des HLM. Donc on voit que c'est quand même deux méthodes radicalement différentes. Et le logement, c'est de loin le premier poste de dépenses des ménages qui consacrent jusqu'à la moitié de leurs revenus. Ludovic, est-ce que ça peut être clivant pour les Français? Ça peut être un choix pour déterminer les différents candidats? À la marge, je crois. À la marge, d'abord, c'est compliqué de savoir déjà quel est le sujet prioritaire qui s'impose dans la campagne. On n'est que début février, réinvitez-nous le 7 mai, on vous répondra très facilement, mais il reste encore beaucoup de temps. On connaît les propositions de François Hollande, on ne connaît pas encore celles de Nicolas Sarkozy. Il est même probable qu'en matière de logement, il aura d'autres propositions un peu plus spectaculaires que la mesurette de dimanche que personne n'a vraiment bien compris. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué, c'est toujours après, a posteriori, qu'on sait. C'est-à-dire que dans son programme, il y aura peut-être des mesures sur le logement un peu plus fortes. Oui, je pense. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit déjà quand même qu'il y a une thématique. L'industrie, le produire français, la compétitivité. Bon, on voit bien que depuis des semaines, c'est ce qui est au cœur. Hein. C'est François Bayrou qui l'a amené avec un livre, ensuite le acheter français. Hollande a fait aussi le tour des usines, propose aussi beaucoup de choses dans la matière. Sarkozy s'y est mis avec le contrat emploi compétitivité, la TVA sociale. Donc ce thème-là domine, c'est vrai, sur fond de crise. On verra si c'est vraiment le thème de la campagne dans quelques semaines. Vous avez parlé du chômage, de l'emploi, préoccupation numéro 1 nationale, l'emploi, la bataille contre le chômage. Ce matin, François Hollande a refusé sur RTL de parler d'un objectif chiffré de diminution du chômage. Il ne se fixe pas de cap? Bien sûr, c'est bien trop risqué. Ce n'est pas d'ailleurs le premier dossier sur lequel François Hollande se refuse à donner des objectifs chiffrés, puisque un de ses grands leitmotifs, une de ses grandes promesses de campagne, c'est de ne rien promettre justement qu'il ne puisse tenir. C'est ce qu'il annonce. Donc, évidemment, il ne va pas se risquer à cela. En revanche, c'est vrai que le chômage, mais au-delà du chômage, toutes les questions sociales et économiques, c'est-à-dire qu'en 2002, on avait une campagne qui était bien sûr basé sur l'économie, mais aussi sur la question de la sécurité. C'est là-dessus que Lionel Jospin avait perdu. En 2007, il y avait l'identité nationale, un peu de fiscalité, mais surtout de l'identité nationale et de la sécurité. On se souvient des événements de Gare du Nord qui avaient fait basculer la campagne. Aujourd'hui, pas du tout. On n'a plus d'identité nationale, plus de questions sociétales, plus de questions de sécurité. On a des questions purement économiques et sociales. Économiques avec le développement des usines, la compétitivité, la mondialisation, comme le disait Ludovic, et puis sociale avec toute cette série de questions, logement, santé et évidemment pouvoir d'achat et chômage. Et d'ailleurs, même Marine Le Pen, elle ne fait pas de la sécurité de l'immigration sa priorité dans cette campagne. À la surprise générale, elle parle d'abord usine, emploi, délocalisation, démondialisation, c'est un signe. Après, il y aura sans doute une tentation pour Nicolas Sarkozy. On est dans une campagne où le président sortant se représente. Et on l'a vu en 81, on l'a vu en 88, on l'a moins vu en 95. Il y a une tentation pour le président sortant de la jouer celui qui est le mieux armé pour faire le job. Il faut un président à la France de Giscard en 81. Mitterrand, je suis là pour garantir l'intérêt général face exactement la France unie. 2002 Chirac, c'était moins vrai. Il y aura une tentation chez Sarko de jouer ça. L'homme qui protège des crises, l'homme qui est au niveau, qui s'affiche avec Obama, avec Merkel, face à un challenger qui a jamais été ministre. Il voudra jouer le mec qui est là, qui a toutes les cartes en main, qui maîtrise le job, face à quelqu'un dont on ne sait pas s'il a la carrure pour être président. On a vu que les candidats à la présidentielle se bousculent sur les différents sites menacés de fermeture, notamment le Jabi. On avait vu Arnaud Montebourg qui était allé. Et puis aujourd'hui, Laurent Wauquiez qui a amené un repreneur. Est-ce que le gouvernement a marqué un point aujourd'hui important, symbolique? C'est bien d'abord, c'est bien pour les ouvrières de Jabi, on pense d'abord. C'est d'abord important pour elles, oui, ils ont marqué un point évidemment. Après, le PS a été beau joueur, je crois, parce qu'ils disent plutôt que c'est une bonne nouvelle. Voilà, oui, c'est toujours mieux quand les usines trouvent des repreneurs et qu'elles ne deviennent pas des dossiers qui traînent comme ça. On se souvient de Vilvoorde pendant la campagne de Jospin en 2002, qui deviennent vraiment des épines très douloureuses dans les pieds des candidats. On a eu Petroplus, on a eu Sifrance, on a le Jabi, on risque d'en avoir encore quelques-uns pour les 80 jours qui restent. Les licenciements, les fermetures d'usines vont rythmer cette campagne. Je reviens juste sur le cas de Le Jabi. Pourquoi? C'est vrai que c'était un joli coup, mais pourquoi est-ce que c'était important pour Nicolas Sarkozy? Je rappelle qu'il a quand même promis lors de son allocution de dimanche que le problème allait être réglé. Or, ça renvoyait dans l'inconscient collectif et même dans le conscient collectif à une promesse qui avait été tenue par Nicolas Sarkozy et qui n'avait jamais été mise à exécution. C'est évidemment Grandrange, quelque chose de très emblématique. C'est vrai que tous les candidats font la tournée des usines, se prononcent pour le Made in France, la relocalisation, la réindustrialisation. Mais quand on regarde le détail des mesures,
c'est effectivement très compliqué pour les uns et pour les autres, d'une part, de se démarquer, et d'autre part, de faire valoir à l'opinion que leurs mesures vont être efficaces, efficientes, et qu'effectivement, ils vont ramener de l'emploi industriel en France, rien n'est moins sûr. Sur le Jabi, le PS en plus avait été assez habile. Hein. Quand Montebourg était venu vendredi, il était venu avec une offre de reprise, une éventuelle solution. Donc il était évident que le gouvernement devait mieux faire et trouver très vite lui aussi une solution. Ils ont accéléré. Alors il y a aussi un sujet, c'est la TVA sociale, appelée TVA Sarkozy par les socialistes. Dans les différentes enquêtes qui nous arrivent encore ce soir, on a la confirmation de ce qu'on savait. Elle est impopulaire, cette mesure. Est-ce que Nicolas Sarkozy est mis sur le temps, sur la pédagogie? Les Français vont comprendre qu'elle est nécessaire? C'est un pari risqué? Oui, c'est un sacré pari, hein, parce que c'est sûr, on savait que ce serait impopulaire, ça le sera. C'est assez logique. Il n'aura pas le temps de rendre cette mesure populaire. Ce sera difficile. Non, il joue sur l'image du président qui est courageux, qui fait des réformes difficiles. Hein. C'est la crise. Il faut du sang et des larmes. Il faut être Schröder. Voilà, son modèle, c'est vraiment ça. Il le dit, il le cache pas. Schröder, c'est celui qui fait. Il n'a pas été réélu quand il n'a pas été réélu, ouais. Et surtout, il a fait l'agenda 2010 bien plus tôt, pas à 5 semaines de l'élection. C'est ça qui est un peu fou dans le pari de Sarkozy. La TVA sociale, les socialistes, évidemment, c'est une arme formidable pour eux. Évidemment, ils en font des tonnes. La TVA Sarkozy, dénonciation de cette mesure impopulaire, injuste, inefficace, etc. C'est de bonne guerre. Mais surtout, les socialistes savent parfaitement que jusque dans l'électorat même du président, et notamment chez les personnes âgées, et qui constituaient le socle de sa victoire électorale en 2007, cette mesure est extrêmement impopulaire. Et donc, ils n'ont qu'à laisser prospérer finalement cette idée-là. Et je suis assez d'accord évidemment avec Ludovic. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy ne s'amuse pas à quelques semaines d'un scrutin qu'il sait très risqué pour lui à lancer comme ça l'idée d'une réforme extrêmement impopulaire. C'est moins la réforme, l'efficacité de cette réforme et de cette mesure que l'image qu'il va pouvoir en retirer, c'est-à-dire le père courage, le président qui réforme jusqu'au bout et qui finalement a le courage, c'est ça, d'affronter les mécontentements et de passer outre pour se donner la stature de celui qui a fait basculer la France dans le 21e siècle économique. Je vous montre juste l'un des titres de l'Express. Hollande-Sarkozy, la guerre est déclarée. Oui, c'est le cas. Alors, ce qui est sûr, c'est que depuis le Bourget et l'intervention du président, cette semaine, on est vraiment rentré dans le face-à-face. Là, ils sont tous les deux installés, les sondages le montrent, comme les deux, il n'y a plus de doute, avec Marine Le Pen ou encore moins François Bayrou, mais il n'y a plus de doute, ce sont les deux protagonistes du duel. Et puis évidemment, les assauts d'amabilité, les petites phrases qui ont fusé montrent que là, le match est engagé. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils ont mis en scène ce face-à-face. Ils ont bien vu qu'il ne fallait pas qu'ils laissent monter les deux autres, Marine Le Pen et François Bayrou. Et donc, ils ont vraiment mis en scène et ils se balancent déjà beaucoup d'attaques l'un sur l'autre très tôt. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les amis de François Hollande, François lui-même, a bien noté que c'était un petit peu compliqué pour Nicolas Sarkozy et qu'il valait mieux l'avoir, lui, en face au deuxième tour, plutôt que Marine Le Pen ou François Bayrou, et donc cherche aussi à installer Sarkozy comme le seul adversaire de François Hollande. Il y en a un qui n'est pas d'accord avec ce scénario, c'est François Bayrou. Merci messieurs, nous on va en parler dans un instant, puisqu'il y a eu la séquence Hollande avec le meeting du Bourget, et puis le débat avec Alain Juppé, puis il y a eu la séquence Sarkozy avec une intervention télévisée du chef de l'État, suivie par plus de 16 millions de Français. Pendant tout ce temps, François Bayrou s'agaçait du duel à distance entre les deux hommes. Alors pour reprendre la main, le candidat centriste a détaillé ce matin le financement de ses propositions. On voit tout cela avec Fabrice Cunet. Bonjour à tous. Pour se démarquer, François Bayrou a choisi le costume du candidat de la rigueur. 20 propositions économiques et fiscales expliquées ce matin dans un discours où François Hollande et Nicolas Sarkozy sont renvoyés dos à dos. Tous ceux qui prétendent qu'on peut à nouveau dépenser, qu'il n'est pas besoin de faire des économies, cela, une nouvelle fois, mentent et trompent. François Hollande est dans ce jeu. Nicolas Sarkozy est dans ce jeu. Son pari, l'équilibre budgétaire fin 2015. Pour ça, il propose 50 milliards d'économies en figeant les dépenses publiques pendant 2 ans et 50 milliards de recettes. La TVA serait augmentée de 2 points, 2 tranches nouvelles d'impôts sur le revenu seraient créées. Autre exemple de recette, François Bayrou veut raboter les niches fiscales. Le coût de rabot sur les niches devra atteindre 20 milliards en 3 ans, dont 10 milliards au moins la première année. François Bayrou propose toute une série de mesures pour relancer l'économie et le Made in France. Il est par exemple lui aussi favorable à une banque de soutien à l'investissement des PME. Pour le reste, le candidat centriste joue la carte de la différence, alors qu'il stagne dans les sondages autour des 12%. C'est une course de fond. De temps en temps, vous vous arrêtez au ravitaillement, reprendre une bouteille d'eau et puis vous continuez à courir en même temps. C'est pas là le problème. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. 4e homme dans cette course à l'Elysée pour l'instant. François Bayrou voulait reprendre la main ce matin après une longue séquence médiatique occupée par François Hollande et Nicolas Sarkozy.
Sans en attendre le résultat, il a promis de renouveler l'exercice sur l'éducation, l'agriculture et les institutions. Rien n'est joué, rien n'est acquis, bien sûr, à 80 jours de la présidentielle, mais les tendances, vous le voyez, s'esquissent et les programmes se dévoilent, à l'instar de celui de François Bayrou aujourd'hui. Alors, pour débattre de ce programme et de ses éventuelles affinités avec d'autres programmes de candidats, nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Le porte-parole du MoDem, Yann Verling, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, la députée UMP de Seine-et-Marne, Chantal Brunel, bonsoir. Bonsoir. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. On commence ensemble Jean-Louis. Qu'est-ce que vous retenez de ce programme économique et budgétaire de François Bayrou? Alors il y a deux aspects. Il y a évidemment le programme économique budgétaire, il dit contre le déficit et tout pour l'emploi. La partie emploi est quand même moins précise que la partie déficit et la partie budgétaire. Sur la partie budgétaire, ça vient d'être dit, un retour à l'équilibre en 2015, avec une action d'abord sur la dépense. Lorsque M. Bayrou nous dit, bon, je gèle la dépense en valeur, c'est-à-dire qu'il la baisse en volume de 2,5% par an, puisque l'indice des prix c'est 2,5%, grosso modo, on ne va pas chipoter sur quelques milliards, il doit pouvoir arriver à ces 50 milliards. Le problème, c'est qu'il laisse un point d'interrogation, il dit que ça suppose évidemment un redéploiement à l'intérieur de la dépense publique, et là, il ne dit pas grand-chose sur le redéploiement en question, ce qui est fondamental. Sur la question des recettes, on vient de l'entendre, il parle de 20 milliards sur les niches fiscales. Vous savez que les hommes politiques, l'État a de plus en plus de mal à piocher dans les poches, alors il pioche de plus en plus il essaie de chercher dans les niches maintenant. C'est un peu plus le changement, parce que M. Hollande aussi est sur cette stratégie niche, puisqu'il parle de 29 milliards. Mais là aussi, il ne nous dit pas quelle niche. Il parle simplement d'une seule niche qui est la défiscalisation des heures supplémentaires. Mais avec ça, il va trouver 4 milliards maximum. Il ne va pas avoir ces 20 milliards. Mais enfin, je suppose qu'il a quelques arguments plus concrets dans sa poche. Et puis, l'IRPP. Alors là, il propose 2 tranches supplémentaires. Au-dessus de 70 000 euros, il va passer à 45%. Et à 150 000 euros, il va passer à 50%. Il reprend d'ailleurs une proposition de Mme Aubry qu'a abandonnée François Hollande lors de la présentation de son programme. Puis quelques aspects, notamment sur la question de l'ISF, un petit peu marginaux. Il supprime l'ISF, il le remplace par, disons, une taxation sur 1% des revenus du patrimoine intégré à l'IRPP. Et ensuite, sur l'emploi, alors là, évidemment, c'est beaucoup plus imprécis. Il reprend d'une certaine façon l'idée de M. Sarkozy sur les contrats de compétitivité. Mais il ne les centre pas sur la question de l'entreprise, comme l'a fait dimanche Nicolas Sarkozy, mais plutôt à travers des accords de branche. Donc il se dit qu'il n'est pas d'accord mais un petit peu d'accord quand même, si vous voulez, quelque part. D'ailleurs, il réexprime d'une certaine façon son accord avec sa TVA, puisqu'il augmente la TVA, il voit bien que c'est très impopulaire, mais quelque part, il soutient, puisqu'il dit 1 point de TVA en 2012. Là, il va récolter à peu près 7 milliards d'euros. Des sujets très importants, Yann Verling, puisque vous êtes le porte-parole du MoDem, quand même sur l'emploi. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre et est-ce que peut-être vous allez les éclaircir dans quelques jours ou peut-être déjà dès ce soir? Mais je ne crois pas qu'il y ait des zones d'ombre. François Bayrou a détaillé ce matin, évidemment, toute une gamme de préconisations sur la question du déficit et sur la question de la dette. Il a pour autant rappelé que son projet était aussi et avant tout de recréer de l'emploi en France. Et que pour cela, il fallait que les entreprises soient en capacité de le faire. Donc, les simplifications administratives et fiscales qu'il a proposées, les mesures, il a proposé une mesure, par exemple, qui est de faire en sorte que la capacité d'innovation, la capacité d'investissement des grandes entreprises bénéficie aux petites entreprises. Et qu'il a proposé donc qu'il y ait un crédit, qu'il y ait un avantage fiscal, un avantage financier pour les grandes entreprises qui aiderait les petites et moyennes entreprises à profiter de leur capacité d'innovation, d'investissement. Et ceci est une nouveauté, c'est une idée qui n'était pas formulée jusqu'à présent. Et tout ceci, derrière cela, il y a aussi l'idée de favoriser aussi l'innovation. Parce que l'innovation, ça veut dire aussi qu'on est demain en capacité de produire des produits nouveaux. Compétitivité, innovation. Avec des mesures très concrètes aussi, de faire en sorte que l'université en France et l'entreprise travaillent davantage ensemble. Et ceci est fondamental parce que demain, nous avons besoin de créer les produits de demain et pas faire imiter les produits des autres qui sont aujourd'hui très compétitifs. Bien sûr. Chantal Brunel, je vous vois venir. Vous avez vu des points de convergence avec, pas encore le programme, mais les mesures annoncées par Nicolas Sarkozy. Oui, vraiment? Oui, lesquelles? j'ai le sentiment quand même que François
François Bayrou n'est pas très loin des grandes idées de Nicolas Sarkozy. Si on a une image, ils sont tous les deux dans la même voiture. Il y en a un qui est en troisième, François Bayrou, et Nicolas Sarkozy est plutôt en quatrième. Sur les contrats compétitivité dans l'entreprise, vous le disiez, lui veut passer par les branches. Mais ça va être plus long, moins rapide. Il y a un point, il dit, dans les grandes entreprises de plus de 500 salariés, il faut que les représentants du personnel co-gèrent. Il oublie que ni la CGT ni Sud ne veut co-gérer, sont pas d'accord là-dessus. Mais sur... On se mettre d'accord peut-être avec le dialogue oui, social. enfin bref, si vous voulez... Et on n'a pas très bien compris s'il continuait le 1 sur 2, la RGPP ou pas. Je crois que vous avez raison, il est relativement imprécis dans la baisse des dépenses publiques. Cela dit, dans les grandes orientations, vous parliez de l'innovation, tous ces sujets-là, on est complètement d'accord. Par contre, attendez, il y a un point important quand même sur la TVA. François Bayrou dit 1 point de TVA, si j'ai bien lu, en 2012, et 1 point en 2014. C'est que lui ne rend rien. Il ne rend rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en échange une baisse des charges patronales, etc. Lui, il ne rend rien. Moi, déjà, je trouve que la TVA, j'ai vu la TVA, je n'ai pas vu assez le social, mais au moins, dans le programme du président de la République, on rend un peu aux charges patronales, tandis que François Bayrou ne rend rien. Oui, mais enfin, d'abord, ce qui est important dans notre approche, c'est que nous affectons les sommes collectées à ce à quoi elles servent. C'est-à-dire que la TVA, elle va au budget de l'État. Et il y a aujourd'hui des cotisations sociales sur l'emploi ou générales comme la CSG qui alimentent le budget social, le budget de la sécurité sociale. Donc nous, on se tient à maintenir la séparation entre les deux budgets. Et pour nous, la TVA sert précisément à alimenter le budget de l'État. Et par ailleurs, nous ne pensons pas, peut-être une différence avec Nicolas Sarkozy, nous ne pensons pas que... non, mais c'est par rapport à ce que venait de dire Chantal Brunel. Nous ne pensons pas que la baisse du coût salarial, la baisse de ce qu'aujourd'hui coûte le travail, soit la solution. Parce que c'est simplement gagner du temps sur une situation de crise où nous n'avons pas d'emploi en France. Alors, c'est précisément pour cela que nous sommes bien plus sur la démarche de création d'emplois nouveaux. Voilà, pour les questions économiques. Jean-Louis ? Simplement, on ne peut pas reprocher à M. Bayrou de ne pas être très très précis sur l'emploi. Même M. Sarkozy ne reprendra certainement pas l'engagement qu'il avait pris pour son premier mandat de porter le taux de chômage à 5%. On le retrouve à 10%. Parce qu'on ne sait pas, c'est plus simple. C'est déjà très compliqué de rétablir les comptes publics. Se fixer un objectif en termes d'emploi, donc on peut reprocher, même d'ailleurs. Pardon ? C'est de la prudence, oui, économique, je dirais. D'ailleurs, M. Hollande ne fixe pas non plus d'objectif sur la question de l'emploi. Non, je pense que aujourd'hui, M. Bayrou a voulu dire, autant présenter qu'il était l'homme de la situation qu'il avait la politique de la situation. Parce que je crois que l'analyse qu'il doit faire, c'est que dans les mauvais sondages qui affectent la campagne de Nicolas Sarkozy, enfin la pré-campagne de Nicolas Sarkozy, il y a plus un rejet de la personne qu'un rejet de sa politique. Et que quelque part, il tape pas à boulet rouge contre la politique de Sarkozy. Mais sur l'homme. Mais en tout cas, il laisse entendre qu'il la ferait mieux que lui, quelque part. Et on peut voir, par exemple, il dit les traités, je ne les renégocierai pas, contrairement à ce que dit Hollande. La règle d'or, je suis pour la règle d'or. Donc il reprend. Non, mais je ne dis pas qu'il change d'avis. Bien avant Nicolas Sarkozy. Bien sûr, c'est vrai, vous avez raison. Mais il n'empêche qu'il reprend un certain nombre de thèmes. Donc, voilà. Chantal Brunel. L'Assemblée nationale, il vote de temps en temps. Chantal Brunel. François Bayrou. Oui, il vote avec vous. Mais François Bayrou était aussi dur en parlant de François Hollande que de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, vous avez beau dire qu'il appartient à votre famille, il n'est pas très famille. Hein. Non, j'ai pas dit qu'il appartenait à notre famille. Tout le monde le dit chez vous, Claude Guéant, je ne veux pas tous les citer, la liste est longue. Oui, enfin, je dis que ce qu'il propose n'est pas très loin. Il a appartenu à notre famille. Moi-même qui viens de l'UDF, j'ai connu François Bayrou. J'ai connu François Bayrou à l'UDF, ainsi que Marielle de Sarnez, etc. Vous lui tendez la main ce soir. Non, vous avez trop peur qu'il vous la morde. J'espère. Attendez, c'est pas à mon niveau qu'il faut lui tendre la main. J'espère qu'au second tour, j'espère qu'au second tour, il tendra la main à Nicolas Sarkozy. Yann Verling, sur cet aspect politique, il y a eu des gestes quand même ces derniers temps, même des preuves d'amour. L'UMP a décidé de ne présenter aucun candidat face aux sortants du MoDem lors des législatives de juin. Est-ce que vous tiendrez compte de cette attention ? Ça vous fait sourire ? On ne va pas tomber dans des pièges comme cela. On sait très bien quelle est l'opération qui est à l'œuvre.
consiste à dire en gros nous avons un penchant envers l'un des deux candidats qui prétendument se voit déjà au deuxième tour. Nous ne partageons pas cette analyse aujourd'hui et nous pensons qu'il y a besoin d'un projet différent pour le pays. Je vais peut-être être un peu brutal, mais par rapport à la situation économique dans laquelle on est, veut-on reconfier les clés à des pyromanes, à des gens qui ont mis le feu dans une dépense effrénée alors qu'il n'y avait pas l'argent dans les caisses? C'est comme si vous faites tous les jours un chèque sans vérifier s'il y a l'argent sur le compte. Ça, c'est le bilan de ce président de la République et aussi de la gauche qui l'a précédé. Et moi je dis que c'est une activité de pyromane. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le bonheur à proposer aujourd'hui des choses qui sont dures pour le pays, mais nous sommes plutôt dans une situation de pompiers par rapport à cette situation de pyromane. Donc pour nous, il n'y a pas aujourd'hui de proximité par rapport à ces deux Vous arrivez à faire campagne avec ce bilan? Il n'est pas trop lourd à porter? Attendez, on a un bon bilan. Juste une remarque. Je ne suis pas sûre que dans une situation aussi difficile économiquement et peut-être internationalement, le centre a énormément de place aujourd'hui. Si vous voulez, le centre dans une période de croissance, c'est plus facile. Dans une période extrêmement difficile, voilà. Attendez, le bilan de Nicolas Sarkozy, moi qui fais beaucoup de terrain de porte-à-porte, on me dit mais rappelez votre bilan, car on en a fait des choses. On vous le dit parce qu'il paraît que vous ne le rappelez pas suffisamment. Mais on va le faire. On va le faire très largement et d'ailleurs souvent on me dit rappelez tout ce que Nicolas Sarkozy a fait et tout ce qu'il a fait positivement. Il a quand même fait rentrer la France dans le XXIe siècle, on a fait un certain nombre de mesures. C'est quand même le premier président de la République qui a eu une vision de la France dans le monde et de l'urgence qu'il y avait à adapter la France dans les grands défis mondiaux. Par rapport à ses prédécesseurs. Je vous propose de regarder ensemble, Yann Vernig, ça va vous intéresser évidemment, c'est notre question avec notre partenaire le Figaro.fr, la voici, elle concerne votre candidat. Pensez-vous que François Bayrou peut se qualifier au deuxième tour de la présidentielle? Le Figaro.fr, oui pour 27% des votants, non pour 111%, entre plus de 1000 votants. Selon vous, qu'est-ce qui vous fait croire que François Bayrou va perturber le match Hollande-Sarkozy? Vous savez, c'est... Parce que lui, il croit, mais vous... Mais moi, je suis comme tout le monde, je ne lis pas dans la boule de cristal et je ne fais pas, en tout cas, de pronostics sur des jeux qui seraient faits d'avance. De ce point de vue-là, soyons très prudents par rapport à ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Et je pense que, peu à peu, il va falloir que des discours de vérité soient faits, que les programmes des uns et des autres soient bien analysés sur la capacité qu'ils ont à se mettre en œuvre. Moi, je ne pense pas aujourd'hui que la plupart des choses que François Hollande a proposées, il puisse les faire, ne serait-ce que financièrement parlant, parce qu'il repose sur des pronostics de croissance qui ne sont pas ceux aujourd'hui, qui sont ceux de l'OCDE ou du FMI, par exemple. Chantal Donc c'est un peu trop optimiste. Rien n'est joué. Est-ce que vous comptez sur votre candidat, sur votre président-candidat, pour qu'il déplace des montagnes d'impopularité? Non, d'abord, le président n'est pas des montagnes d'impopularité. Je pense que plus on va... plus on va s'approcher, je pense que plus on va s'approcher de l'échéance, plus les Français vont juger sur des actes fondamentaux, sur des réformes et pas sur des problèmes de personnes. Je sais bien qu'il y a des irritations sur des problèmes de personnes. Je pense qu'on va laisser l'écume des choses et qu'on va être sur les, je veux dire, sur les choix fondamentaux de l'avenir de notre pays. Et là, ça me paraît tout à fait important. Je voudrais quand même dire que François Bayrou a un rôle important dans la campagne présidentielle. Il a toujours dit depuis très longtemps qu'il était